Nous allons continuer sur le même sujet. J'ai le plaisir d'annoncer le docteur Beck, qui est onco-radiothérapeute, qui va nous parler donc du syndrome cave supérieur et donc de la prise en charge par l'oncologue. Bonjour à tous et merci d'être là si tôt et d'avoir le courage de venir à l'avant-dernière journée sur un sujet très spécifique. Donc quand on m'a parlé du sujet, je me suis dit, oh là là, comment je vais tenir 12 minutes pour parler du syndrome cave supérieur et de sa prise en charge. Finalement, il y a des choses à dire et à envisager. Donc l'épidémiologie a été très bien exposée par professeur Paganin. Voilà, donc je ne sais pas si vous connaissez l'AFSOS, mais c'est l'Association française des soins oncologiques de support, qui a donné une recommandation sur la prise en charge, on va dire, générale du syndrome cave supérieur. Et donc sur la partie de gauche, rappelle la prise en charge sur la partie que je vais plus détailler, c'est l'obstruction de la veine cave supérieure par compression extrinsèque ou envahissement. Donc il y a des mesures simples, traitement symptomatique, position semi-assise, oxygénothérapie, traitement anticoagulant, traitement antalgique s'il y a des symptômes douloureux, et une corticothérapie à instaurer à forte dose. Bien sûr, il faut faire attention lorsque on suspecte un lymphome, il faut faire attention parce que les corticoïdes à forte dose pourraient gêner la démarche diagnostique. Ensuite, la prise en charge, comme l'a précisé le professeur Paganin, il faut essayer de ne pas trop tarder, d'aller vite, parce que la plupart du temps, le syndrome cave supérieur n'engage pas le pronostic vital à très court terme, mais dans certaines situations, le temps est compté. Donc il faut, lorsqu'on a un diagnostic, bien sûr, référer immédiatement à une équipe d'hémato-oncologie, prendre l'avis d'un radiologue interventionnel pour un stent, et puis envisager les traitements spécifiques de la maladie après une histologie, donc une biopsie, soit par chimiothérapie, soit par radiothérapie, soit par une combinaison radiothérapie et chimiothérapie, soit par la pose d'un stent. Donc je vais détailler un petit peu tout ça. Donc là, bien que ce soit un syndrome assez rare, il y a un score de gravité qui a été établi, avec bien sûr, plus le score augmente, plus la maladie est sévère. Et dans les photographies qui ont été exposées, avec le monsieur intubé ventilé, c'était, on va dire, un stade 4, pour lequel, si on n'a pas d'histologie, on pourrait, dans des situations, comme on a excessivement rarement radiothérapie, faire un flash de radiothérapie sur un malade intubé ventilé. Mais je vous avoue que dans une carrière, on doit faire ça 2-3 fois ou 4 fois, pas plus. Donc vraiment évaluer la gravité, c'est ça qui est important, parce que la conduite diagnostique et thérapeutique est vraiment basée là-dessus. Donc la classification par la sténose déjà évoquée. Donc la prise en charge thérapeutique d'un syndrome cave par compression. Donc elle est basée sur la sévérité du tableau clinique, et bien sûr la rapidité d'installation pèse beaucoup sur la sévérité des symptômes. Et là, ce qui engage le pronostic, c'est l'œdème laryngé sévère et l'œdème cérébral sévère. Donc dans ces situations d'extrême urgence, qui sont rares dans le syndrome cave, on peut envisager un traitement, une conduite diagnostique conventionnelle avec réalisation d'une biopsie par fibroscopie ou éventuellement biopsie sous scanner. Il faut une prise en charge pluridisciplinaire qui va envisager d'utiliser les 3 thérapeutiques, radiothérapie et chimiothérapie, mon domaine, et puis le traitement endovasculaire qui sera largement exposé par la suite. Donc la radiothérapie, donc le traitement à base de rayons X. Donc ce qu'on sait, c'est que très souvent les maladies responsables d'un syndrome cave supérieur sont assez radiosensibles, et pendant longtemps ça a été un gold standard. On dit syndrome cave supérieur, on recevait l'appel, il fallait traiter le malade dans les 24-48 heures, donc centrage en urgence, etc. Et on sait qu'à la radiothérapie, on a une réponse rapide dès la première semaine.
Donc dans les cancers bronchiques à petites cellules, jusqu'à 80% de réponse, et dans les cancers bronchiques non à petites cellules, jusqu'à 60% de réponse. En fait, ces réponses sont cliniques, mais lorsqu'on fait une phlébographie ou bien des études autopsiques, on montre que la réponse est moins importante que ce qu'on présupposait sur le plan clinique. Donc la radiothérapie, on va évaluer la dose et la taille du champ d'irradiation en fonction du projet que l'on va avoir pour le patient, curatif ou palliatif. Alors une stratégie curative, ça veut dire que le malade n'est pas métastatique, qu'il est en bon état général, et qu'on peut envisager dans ce cas-là de faire la séquence classique, biopsie, ensuite son scanner dosimétrique. C'est parfois scabreux parce que on dit qu'il faut que le malade soit en position semi-assise, et lorsqu'on est au simulateur, au scanner de centrage, très souvent on est appelé que le malade il tient pas allongé. Donc il nous arrive des situations où la radiothérapie comporte une contre-indication clinique, puisque le malade ne peut pas tenir en position allongée parce qu'il s'asphyxie en position décubitus dorsale. Mais bon, ça reste quand même, on arrive quand même à passer ce cap. On va préparer une radiothérapie soit en 3D ou en VMAT. Actuellement, on le fait assez rapidement. On fait les contours en moins d'une demi-heure. On confie le dossier au physicien qui planifie le traitement, et après on lance le traitement. Donc les doses, lorsqu'il s'agit d'un traitement curatif, sont adaptées à la pathologie. Donc dans les lymphomes, c'est 36 degrés. Dans les cancers bronchiques, c'est 60 jusqu'à 70 degrés. Certaines équipes font 3 à 4 séances à forte dose, 3-4 degrés, puis après reprennent un étalement conventionnel. Donc le volume cible, il va intéresser la masse médiastinale. Ici, comme ça. Donc on va faire les volumes habituels du radiothérapeute, la tumeur, le volume cible anatomoclinique, l'infiltration microscopique, et après le volume qui intègre les incertitudes et les mouvements d'organes. Et lorsqu'on a établi ce volume d'irradiation, le physicien fait sa dosimétrie. Lorsque le malade est dans une situation palliative avec une altération de l'état général, des métastases, à ce moment-là, la radiothérapie est à but décompressif, et on va opter pour un schéma beaucoup plus court avec des doses plus élevées par fraction. Donc les schémas habituels, c'est 30 grés en 10 fractions, si l'état général n'est pas trop altéré, 20 grés en 5 fractions, voire 12 grés en 2 fractions de 6 grés à une semaine d'intervalle. Donc le volume cible, ça va être la masse médiastinale, et les organes critiques sont les organes habituels, la moelle épinière, le poumon, l'œsophage et le cœur. La chimiothérapie. Alors la chimiothérapie, c'est la deuxième arme majeure pour le traitement des infiltrations tumorales responsables d'un syndrome cave supérieur. Elle pose une problématique, c'est le cathéter central, parce qu'il va falloir mettre une voie veineuse centrale, et on est obligé de passer par la partie sous-diaphragmatique, par un cathéter via la veine fémorale. Donc c'est un traitement de choix dans les tumeurs très chimiosensibles, donc les cancers bronchiques à petites cellules, les lymphomes malins non-Hodgkiniens et les tumeurs germinales. À la chimiothérapie, 80% de réponse dans les lymphomes malins non-Hodgkiniens et les cancers bronchiques à petites cellules, et 40% dans les cancers bronchiques non à petites cellules. Une petite erreur. Le délai de réponse est de 7 à 15 jours. On peut associer bien sûr la radiothérapie à la chimiothérapie dans les cancers bronchiques à petites cellules. Les protocoles de chimiothérapie sont adaptés à l'histologie. Alors, on va détailler les cancers bronchiques. Donc, les cancers bronchiques à petites cellules, c'est des sels de platine associés à l'étoposide, le VP16. Bien sûr, chez les patients qui sont en syndrome cave, il y a des risques de surcharge. Et en général, on ne met pas de cisplatine parce qu'il faut une hyperhydratation et ça mettrait en danger le patient. On opte plutôt pour du carboplatine. Donc les cancers bronchiques non à petites cellules, donc là c'est celle de platine, Aimta si c'est un adénocarcinome, et celle de platine avec Taxol ou Navelbine si c'est un carcinome épidermoïde. Voilà, on a donc les armes thérapeutiques, la radiothérapie, la chimiothérapie et les traitements endovasculaires. Comment on va articuler tout ça ? Il n'y a pas beaucoup d'études, comme le disait le professeur Paganin. Il y a des essais anciens avec des effectifs assez faibles. Il y a quand même une étude qui a retenu mon attention, l'étude de Rowell,
qui n'incluait que les cancers pulmonaires et qui montre que l'association radiochimiothérapie est utilisée avec une bonne réponse en combiné dans les cancers bronchiques à petites cellules à 83% et dans les cancers bronchiques non cellules à 31%. Voilà. Et l'étude a aussi étudié le traitement endovasculaire qui paradoxalement montrait des taux de réponse supérieurs à la radiothérapie et à la chimiothérapie. Mais dans l'étude, il n'y avait que 159 patients qui avaient bénéficié de ce stent. Et donc la conclusion, c'est qu'il faut savoir combiner les traitements endovasculaires avec la radiothérapie ou la chimiothérapie. Donc ça, c'est l'étude sur laquelle, la plus grosse revue. Un arbre décisionnel qui a été établi après cette méta-analyse. Donc le message fort, c'est lorsqu'on a un syndrome cave supérieur, il faut en apprécier la gravité pour savoir si on a un petit peu le temps de mettre des choses en place ou s'il faut aller très très vite, c'est-à-dire faire une radiothérapie flash en urgence. Lorsque le syndrome cave ne présente pas de critères de gravité clinique, à ce moment-là, il faut faire une biopsie, se baser sur l'histologie, on va dire tanner un peu l'histopathologiste pour qu'il donne les résultats rapidement et mettre en place dans des délais rapides une chimiothérapie ou une radiothérapie ou l'association des deux et surtout envisager un stent cave. Voilà. Merci beaucoup, Dr Beg. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi, j'ai un premier commentaire, parce qu'on a quand même des idées reçues. Je ne pensais pas qu'on pouvait, dans un patient qui avait un syndrome cave sup sur néoplasie, avoir une approche curative. Et je suis bien heureux de l'entendre. Est-ce qu'il y a la place dans les syndromes cave supérieurs, dans le cas de tumeurs en bronchique non à petites cellules, pour les thérapies ciblées ou l'immunothérapie? Dans les cancers bronchiques non à petites cellules, en fait, les thérapies ciblées, tu sais, sont basées sur le statut EGFR. Et lorsque tu es dans une urgence, le GFR, tu l'auras à titre indicatif à 3 semaines du début de ton traitement. Comme il y a une urgence, il faut démarrer une chimiothérapie. Et bien sûr, je pense penser à réajuster son traitement à l'issue des premières semaines de traitement. Dans le cancer bronchique à petites cellules, je voulais rajouter avec immunothérapie, c'est-à-dire cisplatine ou carboplatine, étoposide et immunothérapie. La problématique, c'est qu'il y a une ATU à remplir. Donc le malade, il est en train de s'asphyxier, tu vas remplir une ATU, ça paraît pas cohérent. Donc il faut savoir aller vite sur le premier cycle et après réajuster son tir avec le temps nécessaire pour les critères histopathologiques plus fins avec le statut EGFR. Une question ou remarque, mais peut-être que le docteur Lerussi nous en parlera, c'est toujours le problème de la voie centrale. Et je pense qu'il y a d'autres alternatives que de piquer en fémoral, c'est pas toujours, et je pense qu'on sait remettre en place un cathéter, le replacer, et que même en urgence, stenter sur un cathéter central déjà en place n'est pas un problème. On vérifie que ça marche, c'est tout, mais je pense que tu nous en parleras. Non, mais ça, c'était mon interprétation. Hein. Après, moi, je laisse bien sûr. Il ne faut pas que ça bloque. Je pense que l'urgence, vous l'avez bien précisé, c'est le traitement. Et il ne faut pas que le problème de la voie d'accès, etc., ce soit un problème. Il y a plein de solutions. Oui. Voilà. Dans notre établissement, on a un radiologue interventionnel, donc on peut s'appuyer sur. Vous êtes un homme heureux, alors. Bon, je pense qu'on va pouvoir aller à la prochaine. Oui. Juste une dernière question. On a parlé de la composante thrombotique, on a parlé de la composante compression et on voyait ou envahissement. Est-ce que c'est un facteur que vous évaluez dans la stratégie thérapeutique? J'imagine une tumeur envahissante qui digère une partie de la veine cave. Est-ce que quel est l'impact sur le traitement, notamment, je dirais, à la phase aiguë? Est-ce que vous en tenez compte? Quand il y a une thrombose, on met un traitement anticoagulant à dose efficace et on fait notre chimiothérapie ou notre radiothérapie, mais le fait qu'il y ait une thrombose plus la... Je parle d'envahissement tumoral qui... Non, ça change rien. Ça change rien.